Comme le rappelait récemment un observateur du Sahel, l'histoire n'attend pas les puissants, elle suit ceux qui persistent. Dans les rues de Ouagadougou, les veillées se sont transformées en espaces de parole. Des étudiants y lisent des poèmes, des femmes chantent des berceuses traduites en plusieurs langues, et des anciens racontent comment l'exil avait jadis brisé leur famille. Le drame collectif devient un miroir intime. Chacun retrouve dans les visages des migrants une part de sa propre histoire. Dans la diaspora africaine, la résonance est immédiate. À New York, à Paris, à Montréal, des collectifs se forment pour soutenir le projet du tribunal. Les réseaux afrodescendants organisent des campagnes de dons, traduisent les communiqués, expliquent la portée juridique du geste initié par Ibrahim Traoré. Ce n'est plus un simple soutien patriotique, c'est une forme de mémoire partagée, où la dignité traverse les océans. Sur le continent, les jeunes se saisissent du débat. Ils interrogent l'idée même de frontières, de passeport, d'appartenance. Dans les universités, les séminaires de droit et d'éthique se remplissent à nouveau. Des enseignants demandent à leurs étudiants « Et si la justice n'était pas seulement un texte, mais un acte ?» Cette question, anodine en apparence, devient un point de ralliement générationnel. Alors que le tumulte médiatique s'atténue, une autre onde se propage, celle de la réflexion. On ne parle plus de crise, mais de responsabilité. Et, dans ce moment suspendu, l'Afrique se découvre non pas comme victime, mais comme conscience. Peut-être est-ce là le vrai héritage de cette séquence, comprendre que la souveraineté ne se défend pas seulement par la force, mais aussi par la lucidité. L'Union africaine doit ratifier officiellement le Tribunal international pour la justice migratoire. Chaque État membre désigne un représentant juridique et un expert en droits humains. Un secrétariat permanent est établi à Ouagadougou. C'est le cœur symbolique du projet initié par Ibrahim Traoré. Les États du Sahel élaborent un registre commun des mouvements transfrontaliers. L'objectif est simple. Suivre en temps réel tout transfert de population non signalé. Les universités africaines participent à la formation d'équipes de veille juridique. Chaque signalement documenté devient une preuve potentielle devant le futur tribunal. Les ONG agréées signent une charte d'intervention humanitaire conforme à la loi souveraine. Un fonds régional alimenté par des dons citoyens et des contributions publiques finance l'accueil et la réinsertion des migrants. Ce mécanisme transforme la charité en responsabilité partagée. Les médias africains s'engagent à publier régulièrement les données sur les flux migratoires. La transparence devient un outil de dissuasion. Plus rien ne peut rester secret sans laisser de traces. Tous les 6 mois, un rapport d'impact évalue la mise en œuvre du dispositif. Les critères ne se limitent pas aux chiffres. Ils incluent la dignité restaurée, la cohésion sociale et la capacité des institutions à répondre. Ainsi se dessine une méthode, non une promesse. Bâtir un cadre africain où la souveraineté se vérifie par la preuve. Le dessin de l'enfant, celui des 2 drapeaux déchirés, trône désormais dans une salle du Parlement burkinabé. Encadré, plastifié, il n'a rien d'une œuvre d'art. C'est un témoignage brut, une trace d'innocence au milieu d'une tempête d'État. Quand les députés débattent des nouveaux textes sur la souveraineté migratoire, ce dessin reste à portée de regard, numolo nyaknieux, tuonsuien venungzi d'un des doigts. Lors de la séance inaugurale du futur tribunal, Ibrahim Traoré demanda qu'une copie soit envoyée à chaque capitale africaine. Ce n'est pas un symbole de colère, mais de clarté, dit-il simplement. Ces mots, prononcés sans emphase, traversèrent la salle comme une évidence. Autour de lui, les visages des juristes, des ministres et des témoins reflétaient la même émotion retenue, l'impression d'assister à quelque chose de fondateur. Dehors, sur la place de Ouagadougou, les passants lèvent les yeux vers un écran géant diffusant ce moment. L'enfant du dessin y sourit, timide, ignorant qu'il vient d'entrer dans l'histoire, la dignité n'a pas de passeport. Une phrase courte, une vérité sans frontières. Le jour où l'ITMG tiendra sa première audience, aucun monument ne sera inauguré, aucune parade ne défilera. Il n'y aura que des bancs, des visages et un silence de responsabilité partagée. C'est dans ce silence que se mesure la portée du geste entrepris par Ibrahim Traoré. Transformer l'humiliation d'un vol clandestin en fondement d'un droit nouveau.
l'Afrique ne demande plus la reconnaissance, elle écrit ses propres règles. Et chaque citoyen, qu'il vive à Ouagadougou, à Dakar ou à Chicago, peut y participer par un simple acte, raconter, enseigner, documenter. Les récits, transmis de génération en génération, deviennent la mémoire vivante d'une souveraineté retrouvée. Un jour peut-être les enfants d'aujourd'hui liront ces événements comme le moment où le continent cessa de subir et commença à se définir. Alors, le dessin de l'enfant ne sera plus un cri, mais une signature. Et si la justice, enfin, commençait là où l'on écoute les faibles? À 3h20 du matin, un avion sans indicatif s'est posé sur la piste de Ouagadougou. 300 silhouettes enchaînées, sans papier ni nom, ont été livrées au silence, sous un ciel noir et sans témoin. Comment le Burkina Faso, conduit par Ibrahim Traoré, a-t-il pu devenir le théâtre d'un plan si calculé qu'il transformait la vulnérabilité humaine en outil politique? Ce qui devait rester caché dans l'ombre s'apprêtait à embraser tout un continent. 72 heures après l'atterrissage mystérieux, le silence s'était déjà brisé. Révéler la vérité, c'était redonner un sens à la dignité et à la loi humaine. Car si le projet Exodus était réel, chaque nom effacé de ces listes représentait un corps déplacé, une identité confisquée. Les documents fuités portant la signature de Donald J. Trump décrivait un programme d'expulsion massive vers des pays jugés partenaires silencieux. Mais le Burkina Faso n'avait rien signé. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le gouvernement déclara publiquement qu'aucune terre africaine ne servirait de décharge aux échecs des empires. Cette prise de position fit basculer le récit. D'un dossier secret, on passa à un affrontement de principes. Et dans les rues de Ouagadougou, des pancartes improvisées résumaient la colère populaire. « Nos vies ne sont pas du fret ». Une phrase brève, mais suffisante pour devenir le micro-hook d'une révolte morale appelée à grandir. La première fuite numérique apparut 3 jours seulement après l'atterrissage. Un dossier codé, intitulé Phase 1, Exodus, circulait parmi les journalistes d'investigation. À l'intérieur, 20 vols programmés en 60 jours, un calendrier précis et un en-tête portant la signature incontestable de Donald J. Trump. Ce document transforma une rumeur en certitude. L'opération n'était pas un incident, mais un plan géopolitique mûrement préparé. Sous couvert de sécurité migratoire, Washington utilisait le déplacement forcé comme levier diplomatique, visant les États jugés non coopératifs. Le Burkina Faso figurait en tête de liste. Le choix semblait cynique, un pays assez stable pour encaisser le choc, mais suffisamment isolé pour ne pas être entendu. À Ouagadougou, la riposte ne tarda pas. Le ministère des Affaires étrangères publia une déclaration sans détour. Aucune autorisation, aucun traité, aucune complicité. Les mots choisis furent pesés. Le Burkina Faso n'est pas un terrain d'expérimentation pour les échecs d'autrui. Derrière cette fermeté, Ibrahim Traoré voyait plus qu'une violation de frontières, une tentative de déstabilisation morale du continent. Il décida de porter l'affaire sur la scène africaine avant qu'elle ne soit noyée dans les démentis diplomatiques. Pendant ce temps, les images de l'aéroport se diffusaient à une vitesse vertigineuse. Des vidéos amateurs, des photos satellites, des fragments de listes de passagers. Chaque élément renforçait la thèse d'un trafic humain institutionnalisé. Dans les rédactions africaines, on parlait déjà du dumping humain. Les ONG, les juristes, puis les chancelleries commencèrent à vérifier les manifestes de vol. Tout indiquait une mécanique planifiée. Des avions loués à des sociétés privées, des escortes sous contrat, des documents falsifiés. En 72 heures, le scandale passa du secret d'État à une crise continentale. Et, pour la première fois depuis des décennies, un petit pays enclavé obligea le monde à regarder l'Afrique non comme une victime, mais comme le témoin lucide d'un ordre moral brisé. Lorsque les premiers témoins burkinabés furent interrogés, un nom revenait sans cesse, celui du commandant Kaboré, officier de garde à l'aéroport la nuit de l'atterrissage. C'est lui qui avait ordonné de filmer discrètement la scène, craignant qu'un rapport interne ne soit jamais publié. Sa vidéo, de 38 secondes à peine, montrait des silhouettes menottées descendant d'un avion sans insigne, encadré par des agents étrangers. Ce fragment, mis en ligne anonymement, devint le déclencheur du mouvement. En moins de 24 heures, la séquence fut reprise par les chaînes africaines et partagée des millions de fois.
Les journalistes identifièrent rapidement l'origine du vol. Une compagnie sous-traitante américaine utilisant des licences médicales détournées. Les preuves s'accumulaient, tandis qu'à Ouagadougou, le ministère de la Justice ouvrait une enquête pour entrée illégale sur le territoire. L'opinion publique, jusque-là prudente, bascula dans l'indignation. Sous la pression, le gouvernement réunit en urgence une conférence de presse. Devant les caméras, Ibrahim Traoré confirma l'existence d'un protocole non signé et dénonça le retour du mépris colonial sous une forme humanitaire. Les applaudissements n'étaient pas ceux d'une foule exaltée, mais d'un peuple surpris d'entendre son chef parler en son nom. Dans les heures suivantes, des syndicats, des étudiants, des prêtres et des imams publièrent des déclarations communes. Un front moral venait de naître. À travers ce geste, le Burkina Faso cessait d'être spectateur. Il devenait le témoin d'une résistance africaine partagée. Et la question qui planait désormais sur chaque plateau de télévision était simple. Jusqu'où ira la riposte ? Le scandale éclata un lundi. À midi, les premières images satellites furent authentifiées par un réseau de journalistes africains. Dans l'après-midi, une fuite interne confirma l'origine des vols, une opération supervisée par un bureau rattaché directement à la Maison-Blanche. Le soir, Washington démentait déjà, invoquant la sécurité nationale. Mais le mal était fait, les réseaux sociaux bouillonnaient, des milliers de Burkinabés affluaient vers l'aéroport, exigeant la libération des migrants détenus dans un hangar sous contrat privé. Les autorités locales tentèrent de maintenir le calme, sans succès. Des chants montèrent, des pancartes surgirent, marquent « L'Afrique n'est pas un déchet ». 2 jours plus tard, l'Union africaine demanda un briefing d'urgence. La presse internationale reprit l'affaire. Les unes parlaient de « esclavage administratif ». Des ONG évoquaient un « trafic géostratégique ». À Ouagadougou, un groupe d'avocats prépara une plainte devant la Cour africaine des droits de l'homme. La tension monta d'un cran lorsque fut diffusée une vidéo clandestine tournée à l'intérieur du centre de rétention. Un jeune homme y murmurait « Je suis né dans le Bronx, je ne sais pas pourquoi je suis ici ». Ces mots simples, presque inaudibles, suffirent à déclencher la colère du continent. Les images furent traduites, partagées, projetées sur des places publiques. À Dakar, à Lagos, à Accra, des veillées s'improvisaient. Puis, vint une conférence décisive sous les murs de marbre du siège de l'Alliance des États du Sahel. 54 drapeaux étaient alignés. Une seule chaise resta vide, celle des États-Unis. Ibrahim Traoré monta sur le podium, vêtu d'une tunique noire brodée d'or. Il ne salua pas la foule. Il montra des preuves, images, signatures, transcriptions, puis il diffusa un enregistrement sonore, la voix d'un homme évoquant 10 000 corps devant sa porte. Le choc fut instantané. Les délégués se levèrent, les cris éclatèrent, le président burkinabé frappa du poing. Ils ont pris notre or, ils ont pris notre pétrole, et maintenant, ils prennent nos vies. Mais le Burkina Faso ne cédera pas. L'ovation dura de longues minutes. Dehors, la foule reprit les mots comme un hymne. Le lendemain, la grève des syndicats de l'aviation paralysa une partie de l'Afrique de l'Ouest. Aucun avion lié à l'opération n'eut le droit d'atterrir ou de traverser l'espace aérien régional. À Paris, à Londres, à New York, des manifestations éclatèrent devant les ambassades américaines. Des étudiants se chaînèrent aux grilles, récitant les noms des déportés. La crise, née d'un vol sans autorisation, était devenue une bataille de souveraineté. Et l'Afrique, longtemps accusée de subir, s'était mise à répondre par la loi, la voix et l'unité. Avant la crise, le Burkina Faso recevait en moyenne 1200 réfugiés par an, principalement en provenance du Mali et du Niger. En une seule semaine, le pays en comptait déjà plus de 3000, soit une hausse de plus de 250%. Ce chiffre, confirmé par le Haut Commissariat aux réfugiés, dépassait les capacités de tous les centres d'accueil du pays. Il traduisait la brutalité du transfert. Un pays enclavé, transformé en dépôt humain, sans préavis. 20 vols étaient planifiés en 60 jours. Chaque appareil pouvait transporter jusqu'à 320 passagers selon les manifestes récupérés. Cela équivalait à plus de 6000 personnes déplacées de manière illégale sur une période de 2 mois. Un chiffre glaçant, d'autant que les listes mentionnaient des individus sans nationalité reconnue. Les enquêteurs africains parlèrent alors d'une
industrialisation du déracinement. Près de 80% des personnes identifiées étaient considérées comme non retournables. Elles n'avaient aucun document valide ni représentation consulaire. Selon un rapport confidentiel du Bureau de l'immigration, ces profils avaient été choisis pour réduire le risque de contestation juridique. Autrement dit, plus un être humain était invisible, plus il devenait exploitable. Ces trois indicateurs réunis formaient un tableau saisissant. La migration n'était plus un flux subi, mais un instrument calibré de pression politique. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, Ouagadougou fit ce que peu de nations osent faire, publier les chiffres au grand jour. Le communiqué officiel s'ouvrait ainsi. Aucun nombre n'est neutre quand il pèse sur des vies. Cette transparence déclencha une réaction en chaîne. Les chancelleries africaines exigèrent à leur tour des audits. Le Mali, le Tchad et la Guinée annoncèrent des vérifications sur les atterrissages récents. Les ONG internationales furent contraintes de comparer leurs propres bases de données. Partout, des incohérences surgissaient, des vols non déclarés, des manifestes falsifiés, des contrats dissimulés derrière des intermédiaires humanitaires. La donnée, devenue arme, révélait la mécanique cachée d'un système. En exposant les chiffres, le Burkina Faso brisait un tabou diplomatique, l'usage des corps comme levier d'influence. Cette audace força les États africains à choisir leur camp. Certains préférèrent le silence. D'autres, inspirés par l'exemple de Ouagadougou, affirmèrent qu'il n'y aurait plus de dumping humain toléré sur le sol du continent. Dans les rédactions européennes, les chiffres circulaient enfin hors des colonnes secondaires. Ce qui semblait un fait divers devenait une équation de morale. Et pour la première fois depuis longtemps, les statistiques ne servaient plus à masquer, mais à témoigner. Les défenseurs du programme américain avancèrent une justification. Il ne s'agissait pas d'une déportation, mais d'une relocation humanitaire d'urgence. Selon eux, les individus concernés n'avaient plus de statut légal aux États-Unis et nécessitaient une assistance logistique rapide. L'Afrique, disait-il, offrait un espace neutre où des organisations partenaires pouvaient assurer la transition. Ce discours cherchait à donner une apparence rationnelle à une opération fondée sur la contrainte. En face, les juristes africains opposèrent une lecture plus rigoureuse. Aucune convention, ni bilatérale ni multilatérale, ne permettait de transférer des personnes apatrides sans leur consentement. Le principe du non-refoulement, inscrit dans la Convention de 1951, interdisait explicitement tout déplacement forcé vers un territoire non sûr. Pour eux, l'affaire relevait d'un crime de transfert illégal de population, potentiellement justiciable devant un tribunal international. Entre ces deux pôles, les observateurs indépendants tentèrent d'établir un terrain de vérité. Les données publiques confirmaient que les vols n'avaient fait l'objet d'aucune notification diplomatique. Les documents révélés portaient des clauses confidentielles et des signatures non validées par le Congrès. Même à Washington, certains sénateurs réclamèrent une enquête interne. Ibrahim Traoré choisit une approche pragmatique. Plutôt que d'enflammer le débat moral, il demanda la création d'un cadre légal continental pour juger ce type de pratique. Son argument tenait en une phrase. Ce que l'un appelle logistique, l'autre le vit comme exil. En plaçant la dignité humaine au centre de la discussion, il redéfinissait le rapport de force. Ainsi, la réplique africaine la plus solide n'était pas un rejet instinctif, mais une réponse rationnelle. Si la puissance justifie tout, alors la loi ne protège plus rien. C'est à partir de cette logique que naquit l'idée d'un tribunal pour la justice migratoire. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso proposa officiellement la création du tribunal international pour la justice migratoire, l'ITMG, un organe inédit destiné à juger tout État utilisant la migration forcée comme arme politique. Cette annonce, transmise en direct depuis Ouagadougou, fit l'effet d'un séisme. Jamais un pays africain n'avait formulé une telle riposte juridique contre une puissance mondiale. L'Afrique, longtemps objet du droit, devenait soudain son auteur. À Addis Abeba, les délégations de l'Union africaine saluèrent la démarche. La démarche. Au même moment, des chancelleries occidentales alertaient sur un risque de fracture symbolique nord-sud. Mais la fracture était déjà là. Elle s'appelait responsabilité. Pour la première fois, la souveraineté africaine prenait la forme d'un texte de loi. Et dans ce texte, chaque mot pesait plus lourd qu'un discours. Le centre de gravité morale venait de se déplacer. Définitivement.
Les premières répercussions furent diplomatiques. Sous la pression de l'opinion, plusieurs chancelleries africaines rappelèrent leurs ambassadeurs à Washington. Le Mali, la Guinée et le Niger adoptèrent presque simultanément des lois interdisant tout atterrissage de vols non déclarés. L'Union africaine, pour la première fois depuis des décennies, vota à l'unanimité une résolution commune sur la souveraineté migratoire. Ce consensus, né autour du Burkina Faso, confirma le retour d'un leadership régional assumé. Ibrahim Traoré devint, malgré lui, le visage d'une reconquête morale africaine. Les retombées économiques ne tardèrent pas. Plusieurs ONG étrangères furent suspendues pour complicité logistique, tandis que des sous-traitants américains perdirent leurs contrats dans la région. Des enquêtes financières révélèrent des transferts de fonds irréguliers vers des sociétés écrans basées en Floride et à Dubaï. Les gouvernements concernés gelèrent ces actifs. De nouveaux acteurs africains, jusque-là écartés, prirent le relais pour gérer les programmes humanitaires avec transparence. La confiance changeait de camp. Pour les migrants eux-mêmes, les conséquences furent humaines avant d'être politiques. Des centres d'accueil improvisés se mirent à fonctionner grâce à la mobilisation populaire. Des enseignants, des prêtres, des imams et des étudiants offrirent leurs maisons comme abris temporaires. Certains déportés, nés aux États-Unis ou en Europe, découvrirent pour la première fois le continent de leurs ancêtres. Leur présence bouleversait les récits. L'exil n'était plus une fuite, mais un retour forcé. Parmi eux, un garçon de 9 ans brandissait un dessin représentant 2 drapeaux déchirés, américains et burkinabés, avec ces mots « Je n'avais pas de papier, maintenant je compte ». Cette image devenue virale symbolisa la dignité retrouvée. À l'échelle continentale, les effets se multiplièrent. Les États membres de l'Alliance du Sahel instaurèrent une charte de non-dépôt migratoire. Les syndicats de l'aviation civile prolongèrent leur grève pour exiger un contrôle strict des couloirs aériens. Les jeunes activistes créèrent des plateformes pour suivre les mouvements transfrontaliers et signaler toute expulsion illégale. Même les universités intégrèrent de nouveaux modules sur le droit migratoire et la souveraineté collective. Ce qui commença comme une crise devint une école politique. Et, dans ce renversement, l'Afrique ne parlait plus de frontières, mais d'appartenance. Elle ne réclamait pas la pitié, mais le respect. Ce moment n'était pas seulement celui d'une résistance, c'était celui d'une maturation. Le dumping humain venait de produire son contraire, une conscience continentale. Le Burkina Faso maintient une ligne diplomatique ferme, mais prudente. Les pays du Sahel consolident leur coordination juridique autour du futur tribunal pour la justice migratoire. Les enquêtes administratives sur les vols se poursuivent à huis clos, sous supervision africaine et onusienne. Washington, sans reconnaître de faute, cherche des compromis logistiques pour éviter de nouveaux incidents. La tension redescend sans s'effacer. Une normalisation fragile s'installe où chacun attend la première faille de l'autre. Dans un élan d'optimisme, l'initiative d'Ibrahim Traoré devient un précédent diplomatique. L'Union africaine officialise la charte de souveraineté migratoire ratifiée par une majorité d'États. Les grandes puissances, conscientes du coût symbolique d'un isolement africain, engagent des pourparlers multilatéraux sur la gestion humanitaire mondiale. Un fonds panafricain pour la dignité des déplacés est créé, financé par des contributions citoyennes. Le continent transforme sa colère en institution, la loi remplace la réaction. Ce scénario redéfinit la position de l'Afrique non comme champ d'influence, mais comme arbitre moral. Mais un chemin plus sombre reste possible. Les divisions internes s'accentuent. Certains gouvernements, sous pression économique, reprennent discrètement leurs accords bilatéraux avec les États-Unis. Les ONG suspendues quittent le territoire, aggravant les tensions locales. La logistique humanitaire s'effondre partiellement. La population migrante devient une charge politique. Les campagnes médiatiques internationales se retournent, accusant le Burkina Faso de blocage idéologique. Le tribunal reste une idée sans siège. La fatigue collective efface l'élan initial. Entre ces voix, une même question demeure. Le courage politique peut-il survivre à la durée administrative ? Peut-on transformer une indignation morale en architecture durable ?